C'est bien, oui, de commencer. Ouais. Alors, je dirais exercice cliniquement plus complexe pour moi parce qu'il y a plus de dimensions à prendre en compte déjà. Hein. Le groupe est plus grand, l'exercice pas facile. Oui, alors on trouve, il y a les meneuses, je dirais. Ce qui me venait à la fin, c'était la notion d'accepter la différence dans les liens que j'ai pu faire de l'autre, de la pensée de l'autre, du point de vue de l'autre. Après, des sous-groupes, en effet, des représentations. Alors là, je trouve qu'elles sont très fortes de chacun dans le travail. Coller des représentations, l'implication. Alors, je trouve qu'en effet, la directrice qui dit qu'il faut qu'elles arrivent à se parler. On sent que oui, elle leur dit débrouillez-vous, mais en fait, elle ne s'implique pas, quoi. Donc, ça, c'est un vrai problème. Voilà, après, je trouve que, voilà, en tout cas, c'est refaire cohésion. Et ça, il y a du travail, comme dans toute équipe. Mais je dirais que oui, il y a du déni aussi, et depuis longtemps. Et du coup, voilà, je trouve qu'en tout cas, ça fonctionne. Mais je trouve progressivement avance dans la prise de conscience qu'il faut en faire quelque chose. Et puis la temporalité, oui, c'est ce que je voulais terminer là-dessus. La temporalité, en tout cas, qui n'est pas la même. On dit oui, il y a le quotidien. Nous, il faut bien qu'on trouve des solutions. Ce décalage qu'il y a entre la vie tous les jours des professionnels sur le terrain et puis du bureau, en quelque sorte, voilà. Voilà, ce décalage-là. Et après, pour terminer, peut-être, même si voilà, c'est complexe hein, de résumer si vite, mais le manque de bienveillance, oui, en tout cas. Ça, on entend bien, j'ai l'impression de ne pas être écouté, entendu dans la pratique. Ça, voilà, ça me renvoie à beaucoup de choses en structure. Voilà. Oui, il y a du taf, effectivement. On comprend pourquoi c'est une crise. Juste, je soulignerai ça. Puisqu'effectivement, il faut symboliquement cet élément, bien sûr, je ne sais pas pourquoi ça tombe là-dessus, je ne sais pas au juste qui a eu l'idée du sac de frappe, mais je trouve juste ça ouais, super intéressant, dire du vécu, je ne sais pas si c'est le cas, mais peu importe. Voilà, mais peut-être que ça y ressemble. Voilà. Donc, ça démarre toujours sur les incompréhensions, ou même les conflits, sur des choses qui ne sont pas forcément très importantes, même des fois carrément anecdotiques. Mais là, au fond, il y a une dimension symbolique à ce sac de frappe. On a l'impression, on se demande si c'est là pour nous réveiller, effectivement, parce qu'on prend une gifle, ou si c'est là pour symboliser à quel seuil on en est. Finalement, si ça continue encore un peu mal, on va peut-être finir par s'en mettre des tartes. Alors peut-être qu'on se mettra des tartes avec des mots, peut-être qu'on se bousculera pour, je sais pas, pour passer la porte, pour se prendre une place de parking, j'en sais rien. Voilà. Mais enfin, bref, il y a des tas de façons, au fond, d'avoir une pratique comme ça, mais on sent que là, le seuil, moi, c'est à ça que ça me fait penser. Et du coup, il y a tous les phénomènes que tu viens de décrire, Delphine, qui sont là en jeu, et donc quand même, juste au passage, on commence à être loin des valeurs qui sont les valeurs de base dans ce genre de métier. On fait quand même un métier, a priori, voilà, qui est plutôt pour enfin, vous voyez ce que je veux dire, pour aider quand même, enfin, une petite sympathie quand même pour l'espèce humaine. Et là, d'un coup, on commence à voir que c'est un peu chaud, quoi. Voilà, c'est pas évident que ça reste. Voilà, donc vraiment, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très marqué là-dessus. Et donc, le phénomène le plus important pour moi qui se passe là dans le dispositif que vous mettez en place, c'est que ça fait ressortir un problème qui est déjà un problème de deuxième niveau, hein, puisque c'est un problème que nous n'avons pas le même problème. Un enfant ou un ado ne peut pas avoir un problème comme ça. Voilà. Un enfant ou un ado, il va avoir des problèmes de premier niveau. J'y arrive pas, je m'entends bien, je m'entends mal, enfin, des trucs comme ça. Ça, c'est au moins un problème de parents. Voilà. Et il y a une certaine cohérence, finalement, à ce que dans une équipe, ce soit l'équipe qui ait ce problème-là. Mais vous voyez qu'on ne peut même pas s'accorder sur un problème particulier. On s'accorde juste sur le fait qu'on ne peut pas s'accorder sur un problème. Et c'est ça qui devient notre problème. Et encore, tout le monde n'avait pas l'air d'être complètement d'accord à la fin. Tu dirais, tu sais, ça grimpe les échelons du De Vos. Tu sais, tu commences à te dire, oulala, où c'est que ça va s'arrêter le truc. Voilà. Et il y a un point, donc là déjà, l'enjeu, c'est d'arriver à sortir quand même avec quelque chose qui,
qui a un petit minimum de cristallisation. Et là, on voit que la crise était vraiment là, parce que même ça, c'est pas gagné. Et pourtant, il y en a un quand même, un petit truc qui commence à émerger autour de, justement, on n'a pas le même problème. Au fond, ce qui ressort, et je finis avec ça, c'est le clivage. C'est ça qu'on voit, c'est du clivage. Et c'est ça que révèle le sac de frappe. C'est qu'il y a du clivage dans cette équipe. Et ce qu'on entend bien derrière, c'était normal, je trouve, de ne pas le relever à la première séquence d'une régulation. Mais ce qu'on entend derrière le clivage, c'est qu'il y a un problème de place. Voilà. Donc là, on passe. Hein. S'il y a du clivage, ça veut déjà dire que nos affects sont mobilisés à fond la caisse. Sinon, on n'a pas besoin de se cliver. On ne se clive pas pour des raisons intellectuelles. On se clive parce que nos affects sont en jeu. Donc là, déjà, ça veut dire que ça, c'est hyper enclenché. Mais ce qu'on entend à travers l'évocation ou la constitution d'un problème, même des deuxièmes niveaux, c'est qu'en fait, c'est un problème de place. On n'est pas sûr d'avoir la place dans l'équipe. Voilà, on sent qu'il y a énormément de fragilité. Et là, on commence à rêver quand on sait qu'on se trouve dans un IME, qu'on se trouve avec des familles qui ont accueilli un enfant handicapé, les difficultés que ça peut poser, on commence à se dire, ah, tiens, ça clignote. Ah, voilà. Merci. Maintenant, on passe aux questions, aux commentaires. Qui souhaite poser une question? Je ne vois pas de bras levés. J'arrive, Pierre. Oui, sacré exercice. Ce que ça m'évoque à moi, c'est la fragilité de la pensée par rapport au faire, en fait. C'est comment passer d'une pensée linéaire plutôt clivée à une pensée circulaire. Et en fait, il y a une fragilité, une vulnérabilité de la parole, de la pensée, mais une nécessité, en fait. Et j'étais en train de me dire que moi, j'ai pu observer chez Nelly et Pascal une détermination bienveillante, mais une ténacité, mais toujours bienveillante. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il ne faut pas lâcher, et elles n'ont pas lâché. Elles n'ont pas lâché cet outil fragile qui est le dialogue, qui est la pensée, dans un système effectivement qui oppose l'agir au réfléchir. C'est intéressant, hein, c'est l'éternel problème en fait. Il y a ceux qui font et ce qu'ils pensent, avec toute la course de représentation qu'il y a derrière évidemment, avec le bureau et tout ce qui, et puis les gens qui sont dans la cale du bateau et qui font que le bateau avance, et ceux qui sont en haut du bateau, qui regardent l'horizon, qui sont aussi importants. Donc cette pensée clivée, caricaturale en fait, hein, à mon avis, je pense que le travail de régulation, de supervision, etc., vise à le transformer, mais il faut du temps, il faut de la patience, il faut du courage, et il faut effectivement cette ténacité, moi j'appelle ça comme ça, cette détermination qui est une force, mais surtout jamais agressive. Et ça c'est remarquable du côté de Pascal et Nelly, c'est-à-dire il n'y a jamais eu d'écho agressif à quelque chose qui pouvait être déjà dans le côté coercitif du dialogue. Donc ça c'est intéressant. Au fond, quand ça fonctionne, parce que évidemment ça peut ne pas fonctionner, puisque je pense qu'on est dans une affaire de croyance, on est dans une affaire de croyance pas religieuse, mais les croyances que ça peut fonctionner. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à accéder à cette croyance collective, que effectivement de se parler, ça peut amener quelque chose, effectivement, on va buter sur le roc, la falaise de la pensée linéaire, et donc du clivage. Donc amener du circulaire, ça demande énormément de travail, ça demande énormément de lâcher prise, ça demande énormément de travail sur soi, et moi j'ai pu effectivement observer ce travail, c'était remarquable. Merci. Je partage avec toi ce que tu dis, Pierre, par rapport au clivage, ce que tu dis et tout ça. Et, par exemple, des équipes comme ça, où il y a vraiment moi, ce que j'appelle une logique de compétition, c'est-à-dire avec du coup une pénurie de signes de reconnaissance, une pénurie de paroles. C'est vraiment une logique, on se bat pour sa place, c'était vraiment une problématique de place, je suis d'accord avec Olivier. Et donc, du coup, le clivage va être là pour faire du lien. En fin de compte, tant que je suis contre l'autre, je suis en lien avec au moins une personne. Là, pour le cas, voilà, Nathalie et Daniel, elles étaient bien en lien en étant contre les autres. Donc, les phénomènes de clivage dans les équipes, ça va être un signe qu'il y a un problème de lien et de place.
Et du coup, notre vigilance, quand on intervient à deux sur des équipes comme ça, c'est que ça clive entre nous aussi. C'est qu'en processus parallèle, cette équipe nous fasse vivre ce qu'elle vit. Comme un message pour nous faire comprendre, quelque part, c'est, je dirais presque généreux, mais attention de ne pas s'y faire prendre. C'est-à-dire, et souvent, quand on se fait prendre dans un processus parallèle, on ne sait pas comment on est arrivé à se faire prendre, parce que c'est tellement délirant comme truc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne vais pas être d'accord avec Nelly par rapport à sa parole. On va diverger complètement, on va plus être voilà, dans cette alliance. Et ça, c'est un phénomène qui peut exister sur une équipe comme ça. D'entrée, je me suis dit, attention, qu'on ne se fasse pas prendre par leur processus parallèle. On les avait bien en face, et je ne sais pas si vous voyez, mais en termes de communication non verbale, ça envoyait du gros, quoi. Bonjour et bravo pour les acteurs actrices, super. Moi, quand j'ai lu le titre de La famille en crise à l'équipe en crise, j'ai de suite pensé à quand nous, je travaille à l'éducation nationale, quand on a une situation, une famille où un parent, ou alors même ça peut être un élève, qui arrive à mettre le why dans une équipe et qu'on se bouffe le nez par rapport à cette situation parce que il y a le parent qui a réussi à, par exemple, avoir une relation très privilégiée avec un seul intervenant, et puis que cet intervenant est dans un petit peu un conflit de loyauté comme ça avec le parent, donc ne donne pas toutes les informations à l'équipe, ou alors que la personne, elle parle à l'assistante sociale de ce qu'elle devrait dire à l'infirmière, et qu'à l'infirmière, elle lui dit ce qu'elle devrait dire à la psy, etc. Et donc ça, quand on a en face une équipe qui est bien soudée, qui roule bien, ce qui est au pays des bisounours, mais pas en général d'habitude, ça fout le white, et donc du coup, qui c'est qui paye les pots cassés, c'est le gamin, quoi. Donc là, moi, ça m'intéresserait de voir un petit peu aussi comment on travaille dans ces cas-là, comment on fait pour rattraper un peu les choses. Alors moi, ce que j'ai entendu dans ce que tu disais, mais ce que ça m'évoque, c'est ce dont tu parles, c'est comment le parent va essayer de faire alliance contre, voilà. Et en équipe, c'est exactement la même chose qui nous arrive, c'est-à-dire classiquement, ça peut être à la pause. Si on avait passé 3 heures avec cette équipe, à la pause, Annick serait venue et me dire, mais il faut pas prendre ça comme ça, hein, ça va bien, c'est juste elle traverse quelque chose de difficile en ce moment, par exemple. Ou alors quelqu'un qui peut venir toujours à la pause nous dire il faut que tu saches quelque chose, il faut que je te dise quelque chose sur l'équipe, il faut que tu le saches. Voilà, ce genre de choses où on sait que surtout, là, on arrête la personne, on lui dit si ça concerne l'équipe, ce que tu vas me dire, je le ramènerai après la pause pour qu'on puisse le travailler ensemble, sinon ça ne sert à rien si je suis porteuse de quelque chose dont je ne peux rien faire. Mais on a ces mêmes problèmes. Ou alors le chef de service qui nous appelle pour nous dire quelque chose qu'il n'a pas dit pendant la réunion, mais qu'il fallait qu'on sache, des choses comme ça. Oui, et finalement, dans ce que tu dis, il y a on est pris, en fait, quand il y a des phénomènes d'alliance comme ça, tiens, il y a tel professionnel qui comprend mieux la mère, tel autre professionnel comprend mieux le père. En fait, la famille vous fait vivre ce que certainement l'enfant vit. Et ça, que ça arrive, j'ai envie de dire, c'est pas grave, c'est presque un cadeau, comme tu disais tout à l'heure. Mais alors, ça va être très important d'après de se le réguler en équipe pour pas être complètement pris dans le phénomène. Le problème, c'est pas que ça arrive, en fait. Parce que il y en a toujours des processus parallèles. Il y en a toujours. Mais il faut le travailler, quoi. Pour justement apporter une réponse qui serait décalée avec ce que le jeune connaît dans sa famille. Oui, je voulais reprendre ce que vous disiez concernant le clivage qui crée des liens. Moi, ça m'interroge parce que je ne me souviens plus de son prénom. Florentine. J'ai pas trouvé qu'elle était dans un quelconque lien au niveau de l'équipe, si ce n'est qu'elle a pu évoquer la problématique à la directrice, qui pour autant la lâche finalement et la remet en difficulté face à ses autres collègues.
Donc, j'aimerais bien que vous puissiez D'accord. développer. Ok. Merci. Mais là, dans l'exemple, mais en tout cas, on sait que ça va créer du lien, ou en tout cas un lien qui n'est pas forcément un lien positif ou un lien sain, mais ça crée un lien entre Nathalie et Daniel. Les deux sont contre le reste du monde. Donc elle y se trouve un bénéfice secondaire. Peut-être que de l'autre côté, s'il y a une guerre froide, ce que moi j'appelle la guerre froide, c'est-à-dire qu'il y a un camp contre l'autre camp, donc dans chaque camp, il y a du lien. Là, il se trouve que peut-être, on ne sait pas, on en sait trop peu, mais peut-être que Florentine est en lien avec quelqu'un qui la comprend, qui la soutient. Là, on n'a pas vu là dans la séquence, mais le clivage, c'est-à-dire il y a une collection, ce que j'appelle une collection d'individus pour vivre du lien, parce que nous sommes des êtres de lien, de relation. Pour vivre du lien, on va trouver des stratégies quand on est dans une logique de compétition, c'est-à-dire pénurie de liens, pénurie de paroles, pénurie de signes de reconnaissance. Et ben, l'être humain a besoin de trouver des stratégies pour en vivre un petit peu, même s'il est négatif. Regardez les signes de reconnaissance. On voudrait des positifs, mais si on n'a pas, qu'est-ce qu'un enfant il fait? Il casse un truc, il se fait savoir, il se fait connaître, il fait qu'il existe. Dans les équipes, c'est les mêmes phénomènes, c'est exactement pareil. De ma culture à moi, de ma pensée. Je voudrais souligner deux aspects. J'ai trouvé qu'il y avait entre autres deux moments importants dans ce qui s'est passé. Quand Nelly, tu relèves un processus à un moment donné, et quand ensuite, toi, Pascal, tu vas interroger Florentine sur ce qu'elle ressent, je trouve que c'est vraiment deux moments importants où quand Nelly, tu relèves le processus, l'équipe repart dans quelque chose et on sent que ça résiste. Et on se dit, oh là là, ces deux, elles ont vu des trucs, on n'a pas trop envie qu'elles voient là. Donc on repart un peu dans nos histoires. Et puis après, ça va redescendre. Quand Pascal, tu vas demander à Florentine avec douceur, et qu'est-ce que ça te fait? Et là, on sent que elle va s'intéresser à ce qu'on ressent. Et là, il y a quelque chose qui descend. Et l'autre chose que je trouve importante, c'est que en début de séquence, vous avez fait part à l'équipe d'une décision de comment vous allez vous organiser toutes les deux. Une qui drive et une qui est en méta. Et comme il y a une problématique aussi autour de la décision, ce que vous avez voulu me relever, je me dis, tiens, pour la suite des séances, c'est très modélisant, c'est cohérent et ça contient. Et c'est sûr qu'il y a un risque de processus pour vous. Le terme de frappe, il a été dit 3 ou 4 fois et on sent combien ça peut nous attraper. Et je me suis dit, il y a peut-être même quelqu'un qui va poser une question et en posant la question, il va dire le verbe frapper. Tellement ça vient nous attraper. Voilà, je trouve important de le mettre en lumière. Tu as Béatrice, je crois, qui a levé la main. Oui. Oui, moi j'ai été frappée par c'est ça, un sentiment d'ennui de l'équipe. L'équipe s'ennuie. Il n'y a pas d'os à ronger. On a perdu le sens du travail. On ne travaille pas sur le contenu. Et donc, par là même, je me posais la question, est-ce que ce sont des métiers qu'on peut faire toute la vie? Ah là, tu poses une grande question. Oui. En tout cas, ce qu'on voyait dans l'équipe, c'est comment c'était très difficile, on était deux, de les faire monter d'un étage. C'est-à-dire d'aller voir les phénomènes. On a essayé à plusieurs reprises, mais le sac de frappe, il revenait toujours. Elle restait collée sur du contenu. Mais c'est là, quand on parlait de projection, de choses comme ça tout à l'heure, dans les 3 questions que nous ont posées Virginie. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque fois qu'on arrivait à peut-être prendre une marche, il y en avait une autre, là, qui était en alliance pour venir nous la refaire descendre. Bon, soit c'était Annick, soit il y avait toujours une qui venait ramener. Là, elles étaient en alliance. Vraiment, là, elles étaient en alliance. Elles étaient en lien pour être contre nous, contre ce qu'on voulait leur proposer. En tout cas, je sais pas si je peux répondre si est-ce qu'on peut faire ce métier toute notre vie. Je sais pas, à titre personnel, j'aurais envie de dire oui tout de suite, mais ce qui est sûr, c'est que je crois que si on perd le sens de pourquoi on fait ce métier-là, à mon avis, on va faire de la casse, se casser soi-même et faire des dégâts. Et pour compléter ce que tu dis, Nelly, là, vous permettez à l'équipe d'avoir un espace où ils vont pouvoir parler, mais nous aussi, on a un espace où on va pouvoir aussi parler de ce qu'on vit dans le travail et nous-mêmes, un espace de supervision, de covision, et c'est très important.
Alors moi, je vous remercie parce que je trouvais ça vraiment riche de montrer cette simulation un peu justement de régulation d'équipe. Et moi, ce que ça m'a amené un peu comme question, alors je pense que c'est plus une question globale, mais c'est du coup comment faire équipe. Parce que je trouve du coup, ça rejoint un peu le fait qu'on vit les choses d'une manière différente, qu'on a des personnalités différentes avec des pratiques. Et du coup, à un moment donné, c'est ça ma question, c'est comment faire équipe un peu avec toutes les différences qu'on a. Et c'est pas une question qui demande peut-être une réponse, mais en tout cas, et de se dire est-ce que les outils de la régulation, ça peut aussi être un outil qui est utilisé pas forcément au moment de crise, justement, et de permettre d'avoir des temps plus réguliers pour éviter peut-être d'arriver à une crise en équipe et que, voilà, que ça mène une communication peut-être. Voilà, par rapport à ce que tu dis, il y a une question là-haut, Virginie aussi. Comment on fait équipe, c'est vraiment un travail. Et je crois que la première chose qui est importante, c'est un petit peu comme si on doit partir tous en voyage quelque part et de savoir où on va. Pour moi, c'est ça, c'est la destination. Vers quoi on va. C'est-à-dire que là, dans cette équipe, il y a un objet de travail qui est ses enfants. Et c'est quoi le projet? C'est quoi qui nous relie? En fin de compte, ça va être l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Qu'est-ce que cette équipe, on est là pourquoi? Le voyage, on va vers où? Et je crois qu'il y a un travail sur les valeurs, sur quelles sont les valeurs qui nous réunissent. Moi, je trouve que c'est une excellente boussole dans une équipe, les valeurs. C'est-à-dire que chacun, si on se demande est-ce qu'on est à côté de la plaque par rapport à la valeur, on a la réponse très très vite. Les 4-5 valeurs, ça aide vraiment dans les équipes à avoir une boussole. Une boussole. Mais faire équipe, c'est un travail. Et puis, je dirais aussi, il faut travailler l'intérêt pour chacun. Parce que là, il y a l'intérêt collectif, l'intérêt individuel. Et pour certains, travailler en équipe, être en coopération, ça fait peur. C'est comme se mettre en évaluation par rapport à l'autre. Voilà, il y a des représentations des croyances autour de ça qu'il faut lever beaucoup. Et une dynamique d'équipe, une cohésion d'équipe, c'est assez long à construire dans une équipe. Et je suis d'accord avec toi, la régulation, c'est pas fait que parce qu'il y a une crise. La régulation, c'est un espace aussi pour moi nécessaire que la supervision. C'est aussi nécessaire. Nous-mêmes, professionnels, indépendants, on a des espaces de supervision pour nous parce qu'on a besoin de des espaces de nettoyer les tuyaux, d'aller comprendre. C'est quoi ton ratio? Il faudrait passer 20% du temps de travail à réguler. Tu vois, c'est vraiment le côté hygiène, quoi. Et voilà, c'est vraiment la soupape de la cocotte minute. Moi, j'ai cette image-là, c'est-à-dire si on bouge cette soupape, ça explose à un moment donné. On a besoin de se parler, de se dire les choses, et j'adore cet espace de régulation, vraiment, j'adore. Si je peux rajouter quelque chose, Pascal, c'est moi. Pascal, il faut que je prenne la petite voix. Je frappe. Il y a la dame aussi là-bas, vas-y. Vous avez 2 questions avant, et après, si vous avez besoin de temps pour clôturer, donc on fait la question de Yael, une personne en haut, et Annie, ça vous va? Ok, d'accord. Oui, une question justement, cet outil de régulation en relation avec la direction. Je trouve ça, je ne sais pas si j'ai assez bien écouté, mais en tout cas, la question qui est qu'est-ce que la directrice qui est là, sans être là, tout en étant là, ressent, on lui a demandé de raconter ce qui lui a été raconté, et elle s'est protégée plusieurs fois en disant ce qu'on m'a raconté. Et je ne suis pas sûre qu'on ait entendu ce qu'elle a ressenti. Et du coup, je me demande si derrière cette posture, que j'ai l'impression qui est assez courante, il n'y a pas des enjeux qui dépassent l'espace de régulation, qui sont des enjeux politiques, des enjeux économiques, des enjeux multiples derrière ça, et comment l'outil de régulation, il s'introduit là-dedans et il propose une co-construction avec ça aussi, quoi. Et c'est quoi? C'est une question? C'est une question, oui. C'est jusqu'à quel point un manager, un directeur va pouvoir s'investir auprès de son équipe au même endroit que les autres. D'accord. Nous, au cabinet, la présence des cadres est presque une obligation. Parce que si on veut que les choses bougent,
il faut quand même qu'il y ait des personnes qui aient ce pouvoir-là de faire bouger les choses, voilà, de réorganiser, de réajuster, qui ait ce pouvoir-là, ce leadership-là, je dirais. Hein, c'est un pouvoir pour, pas un pouvoir sur, mais un pouvoir pour développer l'équipe. Si les cadres ne sont pas là, c'est juste un espace où on va plus souvent avoir comme des professionnels qui vont venir dire toutes leurs difficultés dans le travail, plus de la souffrance, de la plainte, voilà. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire si on n'a pas les cadres avec? Et dans ces cas-là, c'est rare. Hein. Moi, j'ai pratiquement, non, maintenant j'ai plus d'équipe, mais j'en ai eu à un moment donné une équipe où il n'y avait pas les cadres ne voulaient pas venir. Eh bien, c'était mon travail, c'était d'accueillir ces paroles et de les aider à porter cette parole eux-mêmes auprès de leur cadre, à les aider à trouver la bonne forme pour l'amener. Mais si on veut que un système bouge, ceux qui ont le pouvoir, il faut qu'ils soient dedans. Sinon, moi je dis toujours, si une équipe est là, et si le leader est là, elle ira jusque-là. Si l'équipe est là et que le leader est là, elle peut amener son équipe là. Vous voyez. Donc, pour moi, c'est ça. Tu es d'accord? Oui. Je peux en rajouter, je crois qu'il y a comme question. Moi, je me demandais, je trouve que la scène là, elle met en avant vraiment les risques aussi de la régulation. C'est-à-dire qu'on voit que si une équipe, finalement, elle est prête à se mettre au travail, il peut vraiment y avoir du bénéfice. Et si une équipe, elle n'est pas prête à se mettre au travail, finalement, ça peut être vraiment délétère. On sent qu'il y a des choses qui viennent être déposées, mais qui, du coup, après, on se demande un peu, là, on sent qu'on est à la limite, je trouve, dans cette équipe. Il y en a qui sont prêts à se mettre au travail, d'autres pas du tout. Il reste un peu quelque chose sur lequel ils ne sont pas d'accord. Et du coup, on se demande un peu comment ils vont sortir quand même de cette régulation. Vous revenez qu'un mois et demi après. Et du coup, je me demandais, quand vous préparez des régulations, est-ce que vous venez interroger l'équipe en amont, du coup, de direction, pour savoir si l'équipe elle est prête à se mettre au travail, si elle est prête à s'impliquer, et vous parliez tout à l'heure de contention. Voilà comment venir conclure pour ramener vraiment de la contention dans l'équipe et pas contenance, pardon. Voilà, voilà comment amener de la contenance du coup pour qu'une équipe elle sorte de manière apaisée finalement. C'est pour ça que Pascal elle leur a demandé qu'est-ce que vous voulez atteindre. On ne les voit pas en amont, par contre ça se discute dans la séance de travail. Et c'est important d'avoir l'adhésion. Il y a des équipes avec qui on ne peut pas travailler. Il y a des équipes où en fait ça serait en effet assez délétère de forcer quoi. Si c'est pas possible, s'il n'y a pas d'adhésion ou s'il y a trop de clivage, trop de peur, ben on arrête et on explique pourquoi on arrête. Et en ça peut être modélisant aussi de dire on ne peut pas travailler avec vous. Quand il n'y a pas les conditions pour le travail, s'il y a trop de contre, hein, au bout de 2-3 séquences, on le voit et voilà, on peut en discuter et donner du sens. Des fois, ça donne le départ d'une nouvelle dynamique parce qu'on a conflictualisé. Parce que le problème, souvent, ces équipes ne conflictualisent pas. C'est pour ça que ces phénomènes ne savent pas le faire, en fait. Annick? Je ne trouve plus. Merci. Alors, ce qui m'apparaît dans ce jeu-là où vraiment vous avez été performant, ça a matché tout de suite. Ça s'est senti, en fait, il y avait équipe. Et vous avez vraiment bien résisté toutes les deux parce que c'était costaud. On a senti, pour ma part, ça c'était très rassurant, très sécurisant, de sentir que malgré toutes nos attaques systématiques de tous les cadres, vous résistiez et que vous n'étiez pas happé par le clivage. Et le mécanisme massif qui m'apparaissait dans ce qu'on mettait en scène, c'était le déni massif. Et en fait, il apparaissait à chaque endroit. Et dans ce déni-là, il y avait pour moi un déni qui m'apparaissait comme essentiel, celui de la souffrance. En fait, ce qui inconsciemment fait lien dans cette équipe, c'est la souffrance. Non partagée, non dite, mal dite. Et tous ces non-dits, ces mal dits et ces dénis massifs de la chef de service qui fait comme si tout allait bien, elle est là depuis au moins 50 ans quand même. C'est que le mécanisme, il a marché et qu'il a fonctionné, d'où la persistance du symptôme pour quand même garder un mécanisme. Mais par contre, effectivement, derrière cette souffrance partagée, non dite et non conscientisée, je pense que le travail de régulation peut venir amener à un constat
qui pour ma part ne m'apparaît pas du tout comme délétère, mais plutôt comme nécessaire à cette équipe, c'est de pouvoir mettre en mots les souffrances de chacun, parce que oui, les cadres souffrent aussi, figurez-vous, ce sont des êtres humains qui ne sont pas à part, et que dans cette souffrance-là partagée, non dite non plus, et qui ne peut pas s'exprimer effectivement avec les dénis magnifiques de chacune de nous, la souffrance persiste. Et du coup, le risque, c'est d'éclater cette équipe, mais peut-être cette équipe est-elle arrivée au bout de son dysfonctionnement, et que le terme de ce dysfonctionnement, enfin, arrive à une maltraitance non voulue, non intentionnelle, mais vraiment latente, persistante. Et dans l'idée, c'est que peut-être la régulation peut faire révéler et conscientiser cette souffrance qui peut amener peut-être à l'arrêt de cette équipe, mais ça serait peut-être une bonne chose. Peut-être une dernière question, alors peut-être des commentaires de cette équipe, de toutes les deux, Lily et Pascal, avant la pause. Donc il n'y a pas de questions. Oui, donc place à vous. Je dirais, ce matin, on a vu une simulation de famille, et puis Pierre et Nicole, dans leur retour après, expliquer comment on fait des choix aussi. Quand on est en régulation, à un moment donné, on choisit d'aller dans cette direction, dans cette direction. C'est là qu'on a cette danse avec le co-thérapeute à avoir, c'est-à-dire que, voilà, je ne sais pas comment dire, mais surtout quand on a le lead, on va prendre un sens et l'autre entre dans cette danse et suit. Et le travail de co-thérapie se régule aussi. On régule aussi souvent, et pas réguler. Comme je vous disais, le sens de réguler, c'est s'ajuster. C'est pas un conflit, c'est pas être dans le conflit, c'est s'ajuster. On doit fonctionner ensemble. Comment on va s'ajuster? Et chaque fois qu'on travaille en co, on a un temps d'ajustement après. Comment on s'est trouvé? Comment ça a fonctionné entre nous? Est-ce qu'il y a quelque chose à se dire pour la prochaine fois travailler mieux ensemble? C'est la régulation, c'est de l'ajustement relationnel, l'ajustement organisationnel. C'est comment on va fonctionner ensemble, comment on va s'ajuster. Mais c'est un espace qui fait peur. Et on ne serait pas cohérent si on ne le faisait pas nous-mêmes. Il y a les temps de trajet jusque dans les pains, par exemple, pour le faire. Voilà, au retour, entre le beau pain et nos chaînes, on va s'ajuster. Voilà. On a commencé déjà tout à l'heure à se dire notre trucs. Est-ce que, oui, Nelly, je ne sais pas ce que je pourrais rajouter sur la séance. Non, je trouve qu'il y a, là, c'est essentiel avec une équipe comme ça. Alors, c'est pareil que ce matin, la thérapie familiale. Hein. Comme c'est une simulation, c'est du condensé. Hein. Il y a vraiment des choses qui sont... En général, c'est pas comme ça quand même avec les équipes. Et du coup, là, la nécessité d'être à deux, hein, c'est super rassurant, quoi. C'est vraiment c'est beaucoup plus tranquille. En plus des 200 personnes, c'est beaucoup plus tranquille d'être à deux, parce que, voilà, c'est comme la question de l'escalade, quoi. On va nous rattraper, on va se rattraper. Pour que les deux soient pris dans un processus parallèle, bon, il faudrait vraiment qu'on ait mal dormi, ça pourrait arriver, mais ça fait quand même une sacrée sécurité. Voilà. Et en plus du fait que c'est modélisant pour l'équipe. Bien. Merci à toutes les deux, merci à l'équipe. Et je vous propose de faire la pause et qu'on se retrouve dans 10 minutes.